7 jours dans l'actualité internationale, décryptée par nos éditorialistes. Bienvenue dans Une semaine dans le monde. Avec nous pour commenter l'info aujourd'hui, Sylvie Kaufmann du Monde, Patricia Lémonière, grand reporter à TF1, Laure Simoes de Cartooning for Peace. Je rappelle, Cartooning for Peace, c'est l'association créée par Kofi Annan et Plantu pour défendre la liberté d'expression des dessinateurs de presse à travers le monde. Et Christian Macarian, directeur délégué de la rédaction de l'Express. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Alors on va revenir évidemment sur celui qui aura sans doute dominé l'actualité de cette année 2017. Du moins jusqu'à aujourd'hui, a priori, il n'y a pas de raison que ça change. C'est Donald Trump qui célébrait donc cette semaine ses 6 premiers mois à la Maison-Blanche. Une date symbolique qui n'a donné lieu à aucune cérémonie particulière. Ce n'est ni l'usage ni la logique, surtout quand on regarde le bilan de ce premier semestre. Peu de... disons, de réalisation, on va dire ça comme ça, concrète à mettre à l'actif du nouveau président des États-Unis, mais beaucoup de paroles, de polémiques, de tweets. Pour quel résultat? En tout cas, aujourd'hui même, au moment où nous apprêtions à en parler, eh bien, on apprend le départ de son porte-parole, Sean Spicer, qui était devenu un peu la risée d'Internet à force de faire le grand écart pour défendre les positions devenues presque indéfendables, en tout cas très compliquées à expliquer. Sylvie Kaufmann, on n'est pas tellement surpris du départ de Sean Spicer aujourd'hui. On se demande presque comment il a fait pour tenir aussi longtemps. Oui, je dois dire, c'était devenu quasiment héroïque, ces briefings qui d'ailleurs n'étaient plus filmés. Et puis il était devenu surtout involontairement le héros de la télévision, des late night comedians, voilà, qui faisait rire tout le monde. Donc je crois qu'il doit être soulagé de partir d'une certaine manière, mais c'est un signal encore très négatif qui est envoyé. Alors celui qui va le remplacer, Tony Scaramucci, on le connaît. La haute main sur la communication. Oui, on le connaît. Il a été très actif pendant la campagne électorale et il n'avait pas fait partie de l'administration, enfin de l'équipe du cabinet, si je me souviens bien, parce que il avait un problème éthique qui faisait que sa confirmation par le Congrès aurait été problématique. Donc, je crois qu'on n'est pas sorti de C'est un investisseur, il n'a pas forcément le profil pour gérer la communication de la Maison-Blanche. Ça veut dire quoi, Patricia Lémonière? C'est-à-dire qu'une fois de plus, Donald Trump s'en remet à des chefs d'entreprise ou bien que tout simplement, il ne sait pas où il va? Je crois qu'il s'en remet à ceux avec qui il a l'habitude de discuter, avec ceux avec qui il avait l'habitude de faire des affaires. Mais ce qui est aussi important, c'est que, bon, là, effectivement, on ne sait pas si cette nomination va passer, comment elle va passer. Et puis, on regarde, il y a beaucoup de nominations qui n'ont pas été faites. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il navigue complètement à vue, par coup de cœur, par coup de colère. Et quand on va dans l'administration, il y a 50% des postes de la haute administration qui ne sont encore pas déterminé. Donc on a une administration, on a par un procrastination ou par impossibilité à trouver des remplaçants qui ne prend pas le temps. Si vous avez bien vu, comme le relève CNN l'a relevé, en disant 50 jours passés à faire du golf, 900 tweets. Donc c'est un homme qui, finalement, quand il a du temps, il s'y intéresse, et puis quand il n'en a pas, ça ne l'intéresse pas, il laisse aller. Et puis, en plus, ces nominations doivent avoir l'aval. C'est plus compliqué, effectivement, qu'une simple décision de Donald Trump. Le roi feignant, Donald Trump, Christian Macarian, on a du mal à imaginer qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, avec la pression qui pèse sur les grands dirigeants de la planète, celui de la première puissance au monde, dans lequel sans doute les médias ont un poids qu'ils n'ont nulle part ailleurs, peut se ménager de tels airs de liberté, y compris dans sa propre attitude et sa désinvolture à l'égard des Américains. Oui, je crois que cette désinvolture ne doit pas cacher le caractère extrêmement erratique de cette présidence, c'est vrai, mais il ne doit pas cacher le fait que cette présidence est active. Le bilan, il est convenu de dire qu'il est nul, que beaucoup de lois ont été arrêtées, etc. Mais enfin, ce monsieur Trump, qui déteste les traités internationaux, a quand même arrêté l'accord de Paris. Il a arrêté le traité transpacifique et il a nommé un juge très conservateur à la Cour suprême, ce qui n'était pas tout à fait évident. Et il a assis le pouvoir des républicains tel que les républicains lui ont demandé de le faire. Et le point de l'accord de Paris est un point idéologique essentiel aux yeux
des Républicains. Donc, vous voulez dire que c'était le bon élève des Républicains, Donald je Trump? veux dire qu'il fait, mine de rien, dans un désordre, un brouhaha inconcevable, et ça, je crois qu'on a raison de le répéter, il fait avancer son affaire, et 90% des électeurs de Trump, dans un sondage paru avant-hier, reconfirment qu'ils voteraient pour lui aujourd'hui ou demain, si l'élection avait de nouveau lieu. Et enfin, le dernier point qui échappe à tout le monde, c'est que sur le plan international, M. Trump et les généraux qu'il a nommés, fait des choses très discutables, mais il fait des choses, notamment au Moyen-Orient, où les États-Unis ont envoyé la bombe la plus puissante de l'histoire en dehors des bombes nucléaires. Elle a été expérimentée en Afghanistan. Il a mis au banc le Qatar, il a soulevé tous les pays du Golfe de son côté. Oui. Et c'est, à mon avis... Pour revenir ensuite, d'ailleurs... Voilà, loin d'être terminé. Ouais. Et il y a tout un jeu, puisqu'Israël se rapproche de l'Arabie Saoudite contre l'arc chiite. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Et il est en train, en Syrie, il a pris une décision très importante hier, de cesser de soutenir les rebelles anti-Assad, ce qu'Obama avait fait à partir de 2013. C'est-à-dire que c'est un geste clairement à l'intention de la Russie pour essayer de trouver un conglomérat, entre guillemets, sur la Syrie pour aborder une solution diplomatique et une transition. Je pense qu'il est trompeur de s'arrêter à toute la cascade d'événements effectivement erratiques et désastreux que l'on passe tout notre temps à décrire. Il y a un plan, il y a une ligne Trump, un réalignement, comme le décrit Christian Macarian, au moins en matière de politique étrangère. Moi, je suis moins indulgente que Christian. Je crois que ce qu'il a fait, effectivement, il a l'air d'être en permanence en mouvement, parce qu'il parle beaucoup, il communique beaucoup, il tweet énormément. Bon. Mais ce qu'il a fait, c'est essentiellement destructeur. Il s'est retiré de plusieurs, où il a dénoncé plusieurs accords internationaux, il a abrogé l'ouverture sur Cuba, enfin ça, on a plusieurs exemples là-dessus. Ce qui fait, sur le plan diplomatique, franchement, c'est très on n'en voit pas le résultat. Il a involontairement déclenché ce conflit à propos du Qatar, en allant en Arabie Saoudite et en dénonçant l'Iran, mais on ne voit pas où il veut en venir. Maintenant, il y a Tillerson, son secrétaire d'État, qui rame derrière pour essayer d'arranger les choses. Sur la Russie, il n'y a aucun résultat. Sur la Corée du Nord, on ne voit pas où il va. Toutes les grandes crises internationales, on ne voit pas, on n'a pas de vision de ce qu'il veut faire. Sur le plan intérieur, il s'est quand même il a échoué totalement sur son projet majeur, qui était de remplacer l'assurance santé mise en place par Obama. C'était vraiment ça son grand dessein. Il devait le faire dans les 100 premiers jours. Il s'est pardonnez-moi l'expression, planté. Et les Républicains ont révélé leur division au grand jour, parce qu'il a échoué justement parce que les Républicains n'arrivent pas à s'entendre sur ce projet. Donc, franchement, alors pourquoi est-ce que, là où Christian a, je trouve, tout à fait raison, c'est que sa popularité reste très forte. C'est ça la surprise, que le fiasco qu'on décrit vu d'ici, ça semble totalement irrationnel de voir le soutien de Donald Trump. Parce que son style continue à plaire, il continue à dénoncer l'establishment, à traîner la presse dans la boue, enfin voilà, tout ce qui a fait le succès qu'il a fait élire, il continue. Oui, il fait le job, en fait, pour lequel il était élu, parce que ceux qui l'ont porté au pouvoir ne voulaient plus effectivement du traité sur le plan climatique, ils ne voulaient plus de toutes ces choses, donc il leur montre, il leur dit, regardez, je fais des choses. Mais ce qui est intéressant dans l'Obamacare, c'est qu'on voit que si ça a eu des ratés, parce que finalement, ce qu'il veut, c'est l'écrouler d'une autre façon, cette loi, la casser d'une autre façon. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ces sénateurs de la région des Lacs qui n'ont pas, justement, qui ont hésité à apporter le coup de grâce. Le coup de grâce, parce qu'ils savent qu'il y a les mi-termes. Donc, je crois qu'il a du soutien, mais ce soutien est fragile. Et il est fragile, d'autant plus qu'il va avoir la fameuse loi sur les impôts, sur les taxes. Oui, parce que c'est son prochain grand projet. Et on va voir comment là, ça va se passer. Oui. Donc, ce soutien est fragile. Et donc, les sénateurs sont prudents. Parce qu'il y a les élections qui vont arriver, les mid-terms. Et un dernier mot pour expliquer son maintien dans l'opinion. Il y a encore une fois 36% dans l'opinion globale. C'est très bas. C'est même un record. Mais en revanche, parmi les républicains, 80%. Et parmi ses électeurs, 90%. C'est 3 chiffres qu'il faut garder à l'esprit. Mais à mon avis, il y a le mot-clé qui explique sa pérennité, entre guillemets,
parce que tout ça peut s'effondrer. Franchement, c'est très, très friable et fragile. On se souvient de Et Bush en soumis à 2006 des au sautes midterm, d'humeur, oui. voilà, à des nominations, et puis n'oublions pas qu'il a quand même un procureur spécial aux On va en trousses parler, justement. sur une affaire plutôt sérieuse qui implique son propre fils. Enfin, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais il y a un mot-clé qu'il faut prononcer, c'est le mot économie. L'économie américaine, objectivement, ne va pas mal. Il va bien. Mais elle allait Voilà. déjà bien sous Obama. Et c'est apporté, malheureusement, ou heureusement, mais c'est porté par l'électorat de Trump au crédit de Donald Trump. C'est sans doute injuste, mais c'est ainsi. En tout cas, la bourse s'est pas effondrée. C'est vrai Voilà. qu'aux États-Unis, où beaucoup d'Américains ont leur épargne et leur retraite indexée sur le cours de bourse, Voilà. ça joue aussi au niveau de l'épargnant. On va en reparler dans un instant. On va peut-être voir avec Laure Simoes les illustrations à l'occasion de ces 6 mois. Une de Donald petite Trump. rétrospective, parce que c'est difficile de résumer en quelques dessins tout ce qui s'est passé, surtout que c'est un excellent client. Je rappelle d'ailleurs que nous avons édité aux éditions Gallimard ce livre « Détrumpez-vous » qui réunit 60 dessins de presse du monde entier et qui a été préfacé par Éric Fotorino, que je recommande chaudement. Mais on commence par ce premier dessin du dessinateur belge Kroll, j'allais dire Trump, le gros lapsus, il m'en voudrait, pour le soir, si on le voit à l'écran, j'imagine, bientôt. En tout cas, 6 mois sont déjà passés, ça va bientôt arriver, j'en suis sûre. Non, ça Non, n'arrive j'ai pas. l'impression qu'on a un problème. Est-ce Oui, qu'on peut les bon. montrer alors peut-être Ben, à la heureusement, caméra, formidable. il y a le plan B qui est là. Voilà. Alors, Est-ce qu'on peut c'est faire un jamais- gros plan? c'est jamais l'idéal, c'est jamais Est-ce que vous l'idéal. voulez- Voilà. Bon, Trump, 6 mois déjà. Alors, on a d'un côté Poutine qui lui passe un coup de fil. De l'autre côté, Trump depuis la Maison-Blanche. Félicitations, Donald. Jusqu'ici, vous avez été parfait. Voilà. Donc, on sent bien cette espèce de complicité entre les deux. Moi, j'aime beaucoup le contraste entre les deux personnages. Je ne sais pas si on le voit bien. Est-ce qu'on... Ouais. Là, Vous voulez que je les là, montre? c'est C'est un peut-être peu plus mieux. simple si moi je les montre. Ah, Peut-être ce qu'on les serait- verra mieux. Ah, Et puis ce comme ça, vous serait- les commentez. Ce serait pas mal. Voilà. Très bien. Je vais essayer bien. de... À Voilà, défaut si on le voit de- face caméra, c'est peut-être... Bon, c'est pas beaucoup Donc voilà, mieux, le hein, on peut contraste pas absolu faire- entre ces deux personnages, mais voilà, le Russian Gate est presque avéré là maintenant, et Poutine semble fier de Trump. Cet autre dessin de Maureen pour le Miami Herald, dessinateur des États-Unis. Alors c'est un peu la même idée, on a Poutine et son instrument, qu'il sait si bien faire chanter. Un autre dessin, puisque effectivement, avec les révélations du fils de Donald Trump Jr., il y a eu en quelque sorte un pavé russe dans la mare américaine. On a ce fils qui dit « I'm sorry, Dad », je suis désolé, Dad. Hein. Il a C'est Donald Junior. oui, exactement. Donald Jr. Ah ouais, Donald Jr. qui a créé un petit peu qui a précipité les choses. Alors, si on aborde la couverture maladie, et justement, donc effectivement la division dont vous faisiez allusion tout à l'heure, Sylvie, qui a beaucoup donc divisé les Américains. On a d'un côté le sénateur Mitch McConnell, je ne sais pas si on le voit là, bien à l'écran, qui aura donc tout fait pour que l'Obamacare aille dans le mur, hein, évidemment, mais le sénateur républicain Rand Paul, hein, parmi d'autres, a réussi à faire en sorte que voilà, une autre voie soit possible, et à ce qu'il soit maintenu, mais ça aura quand même divisé à l'intérieur du camp même des républicains, c'est quand même à signaler. Alors là, Lui, Ron Paul, il veut pas d'assurance du tout. Hein. Oui. Alors là, c'est un dessin très très trash. Je vous avertis tout de suite. On a appris. Alors c'est un dessin de Danziger, un dessinateur des États-Unis pour The Rutland Herald. Ah oui. On sait Très connu. bien évidemment que le sénateur républicain McCain est malheureusement atteint d'un cancer du cerveau, mais il faut cette contextualisation pour comprendre le dessin. Voilà. Après cette défaite du camp républicain autour de la couverture santé, le camp républicain a lui aussi besoin d'une forme de convalescence. Et donc on a cet éléphant qui s'invite dans le lit du malade en disant pousse-toi, n'est-ce pas? Et puis peut-être qu'on parlera après plus tard de toute la question migration, Muslim ban et... On n'aura pas beaucoup de temps, donc on va peut-être en parler maintenant. Bon, alors un simple dessin de Faditoun, dessinateur, je vous fais travailler, hein, sur les barbelés dans la tête, hein, de Trump. Ça aussi, donc, ça a quand même été
un raté, c'était quand même une grande idée de campagne de Trump qui ne semble pas avoir abouti. Alors, je remonte ce dessin assez savoureux de Lectre, dessinateur belge, où on voit ce Mexicain qui s'interroge, qui va payer pour ce mur? Et donc le Mexicain répond... slogan de campagne. Voilà, l'Amérique d'abord, son slogan de campagne. Et puis bon, enfin pour terminer, un dernier dessin de Joel Pett, dessinateur américain. Et j'espère, Raphaël, que la technique reviendra. Hein, oui. Mais l'avant et l'après, si on confronte un petit peu Obama et puis Trump, on a deux versions bien différentes de penseurs. Et ouais, on voit que les tweets qui partent. Je voulais vous parler du procureur spécial indépendant. On va peut-être plutôt en parler dans la deuxième partie, parce qu'il y a quand même des choses à dire dessus. Puis on a beaucoup de sujets. On va se retrouver dans un instant. Restez avec nous. Billet retour, présenté par Vincent Roux. Abu Ghraib, un nom qui résonne dans les mémoires. En 2003, le scandale éclate. Des photos montrent des prisonniers irakiens victimes de la barbarie de soldats américains. Les États-Unis s'excusent. En 2013, la prison est sous contrôle irakien lorsque 500 détenus s'échappent, dont certains viennent grossir les rangs de l'organisation État islamique. Si aujourd'hui l'occupation américaine est un lointain souvenir, que la prison est fermée, une vie normale semble renaître à Abu Ghraib. France 24 est allé à la rencontre des voisins de cet ancien enfer. Billet retour à regarder sur France 24 et France24.com.